En deux mots, la chose que je ne vous montre pas, mais que je vous dis oralement, c'est que, parce que c'est pas la peine que je vous montre des images, mais c'est que on se rend compte, en comptabilisant la luminosité qui vient du cœur des galaxies, et en la comparant avec celle qui vient des étoiles, avec la combinaison d'Herschel et d'un satellite X qui s'appelle Chandra, qui voit le rayonnement X du cœur des galaxies, que le rythme de croissance des galaxies en étoiles, tel qu'on le voit là, est le même que le rythme de croissance du trou noir central des galaxies. Elles semblent croître en même temps, les étoiles et le trou noir. Et une explication possible de la façon avec laquelle la matière tombe dans le trou noir, qui n'est peut-être pas la bonne, mais qui est une possible, est la suivante. Il faut savoir que si je remplaçais le Soleil par un trou noir, les planètes tourneraient toujours de la même manière. Ça n'a aucun effet. Un trou noir n'est pas un aspirateur. C'est juste la même masse concentrée. Si vous avez un trou noir au centre d'une galaxie, ça n'est pas un aspirateur. La matière ne tombe pas. Or, les trous noirs ont une masse qui a été acquise au cours du temps qui est assez grande. Certaines galaxies ont des trous noirs de 1 milliard de masses solaires. Comment la matière sait-elle qu'il faut qu'elle aille au centre? Ça, c'est un mystère majeur. Ces instabilités dynamiques dont je vous ai parlé là, avec des grumeaux, ont l'avantage de faire perdre de la rotation à la matière, ce qu'on appelle faire perdre du moment angulaire, et la conduire plus efficacement vers le centre. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de noyaux actifs, c'est-à-dire de trous noirs qui mangent de la matière, dans les galaxies avec des gros grumeaux. Voilà. Donc, il est possible que ça participe à la résolution de cette autre problématique qui est celle de comprendre comment les trous noirs supermassifs ont acquis leur masse, mais je ne voudrais pas vous faire croire qu'on a résolu le problème de façon définitive. Voilà, donc j'ai fini. La conclusion majeure, c'est qu'on est confronté maintenant à un nouveau paradigme qui a une universalité surprenante de la formation d'étoiles des très grandes ou très petites échelles, un lien continu entre ces échelles, qui prouve que la formation d'étoiles est entretenue par l'apport de matière intergalactique, mais encore faudrait-il la voir. On espère peut-être la voir par absorption avec ALMA, par émission avec SKA. Le rôle des fusions de galaxies est finalement secondaire dans la formation d'étoiles, bien qu'elles existent et qu'elles participent à la transformation morphologique des galaxies. Et puis, on est confronté à un problème, c'est que lorsqu'on comptabilise la matière qui tombe dans les galaxies et qui les nourrit et qui explique bien notre scénario-là, de façon qualitative, ça explique bien ce qu'on observe, mais de façon quantitative, on s'aperçoit que les galaxies forment encore plus d'étoiles qu'il y a de matière qui tombe, même dans ce contexte-là. Et donc, on n'est pas certain que ce scénario soit entièrement satisfaisant. Et d'autre part, si la matière tombe de façon efficace pour expliquer les galaxies qui forment des étoiles, si je reviens à la question du début, qui est que la majeure partie des galaxies sont mortes, le problème que j'avais pointé du doigt, qui était comment se fait-il qu'elles ne forment plus d'étoiles alors que 90% de la matière est sous la forme de gaz, est encore plus crucial. Puisque maintenant qu'on a identifié un mécanisme extrêmement efficace pour amener de la matière dans les galaxies, parce qu'il faut être efficace pour former les étoiles de celles qui forment des étoiles, il est encore plus incompréhensible que les galaxies les plus massives, qui donc sont les plus efficaces à attirer de la matière qui vient de l'extérieur, soient mortes. Pourquoi ces galaxies ne reçoivent-elles pas de matière qui tombe dedans? Ça, c'est un problème majeur aujourd'hui. Certains disent que ce sont des trous noirs qui s'allument de temps en temps et qui chauffent la matière à l'extérieur et qui l'empêchent de tomber. Ça serait une façon de résoudre le problème de façon un peu schématique, mais pour l'instant, on n'a pas du tout de preuve de ça. Donc aujourd'hui, notre scénario est très séduisant, mais les petits problèmes que je vous ai soulignés pourraient devenir majeurs dans les années à venir et faire que... il y aura peut-être quelqu'un qui trouvera un prix Nobel avec ça. Et donc, je reviens pour conclure avec la phrase que je disais au début. On a découvert la matière noire avec les galaxies. On a découvert finalement l'énergie noire avec les galaxies. Les problèmes qu'on a avec les galaxies pourraient nous parler aussi de matière noire et d'énergie noire. Certains de mes collègues disent... Et quand j'ai présenté ça une fois à une conférence, un de mes collègues, un astronome étranger, donc assez réputé, a dit ça, c'est la preuve, une des preuves de plus du fait que le scénario classique de matière noire, d'énergie noire, et ça, est faux. Donc lui, il a écrit des articles en disant ça. Moi, je ne pourrais pas vous dire ça parce que je suis incapable, à partir de ce que je viens de vous montrer là, de vous dire, j'en déduis qu'il n'y a pas de matière noire. Mais il est tout à fait possible que demain, quelqu'un dise que
ce soit suffisamment problématique pour qu'il faille penser à d'autres théories, comme la théorie de monde, qui est une révision de la gravité, qui a d'autres problèmes, donc c'est pas facile de la récupérer, cette théorie-là non plus, mais autre chose, un nouveau Zwicky aura peut-être une idée intéressante pour dire que finalement nos histoires de matière noire et d'énergie noire mesuraient beaucoup plus notre niveau d'ignorance que notre niveau de connaissance. Voilà. Merci. Vous m'entendez là? Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai une. Est-ce qu'on a été une galaxie moche ou est-ce qu'on va devenir une galaxie moche? Alors, il est très 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 probable qu'on ait été moche avant d'être magnifique. Ah. Au moins on a abouti à quelque chose. Est-ce que vous avez Désolé, j'étais un peu long. questions? Xavier. Oui, merci. Ma question, c'est est-ce qu'on a une petite idée de la densité, hein, soit de ces filaments, soit de ces zones de surdensité? Est-ce que c'est 100 protons par mètre cube ou c'est des millions, des milliards ou seulement quelques-uns? C'est quelques dizaines de milliers de particules par centimètre cube. Autre question? Oui, j'arrive. Parlez bien contre le micro. Contre le micro. Là, on entend. Vous avez dit que les trous noirs n'étaient pas des aspirateurs. Ça me culbute un peu seul parce que je croyais que les trous noirs assuraient en quelque sorte la cohésion d'une galaxie du fait que les étoiles extérieures tournaient trop vite. Donc, le noir exerçait une attraction et empêchait les étoiles extérieures de centrifuger. Oui, donc en fait, la masse d'un trou noir est 10 000 fois plus faible que la masse d'une galaxie. Donc le rôle d'un trou noir dans la gravité d'une galaxie est négligeable, voire on peut considérer qu'il est nul. Il y a, pour un trou noir de, on va dire, quelques centaines de millions de masses solaires, il y a quelques dizaines de milliards de masses solaires d'étoiles, et il y a une masse totale en comptabilisant la matière noire de quelques centaines de milliards de masses solaires. Donc le trou noir au centre a une masse qui joue un rôle négligeable et qui ne participe pas du tout à la rotation des étoiles en bord de l'extérieur de la galaxie. Alors, qu'est-ce qui a motivé de penser qu'il y avait un trou noir? Non, c'est une bonne question, mais c'est pas à l'extérieur de la galaxie. Bon, je vais être obligé de montrer un outil transparent pour ça. Bon, ici, vous avez ici le centre de la Voie lactée, et là, sur une échelle qui est toute petite, vous voyez des étoiles qui tournent autour de quelque chose. Effectivement, là, vous avez des étoiles qui tournent et qui nous ont fait comprendre qu'il y avait un trou noir. Au centre de la Voie lactée, un trou noir qui a 3,6 millions de fois la masse du Soleil. D'accord? Donc ça, effectivement, mais regardez bien les étoiles, celles-ci sans l'attraction du trou noir, puis les autres, à peine. C'est juste celles qui passent tout près du trou noir. Et là, on est dans une région vide, tout près du centre. Donc de la même manière, si vous faisiez passer un satellite tout près, faites passer un satellite tout près de Jupiter, il va sentir Jupiter. Mais c'est pas Jupiter qui fait la rotation de la Voie lactée. Donc de la même manière, exactement de la même manière, l'effet du trou noir sur la Voie lactée est comme celle de Jupiter sur la Voie lactée. C'est très local. Est-ce qu'il maintient la cohésion de la galaxie? Il ne maintient pas du tout la cohésion de Il la ne galaxie. maintient pas la cohésion. Une autre question. Contre le micro. La matière dont vous parlez et qui tombe,
Oui, oui, on entend, oui. La matière dont vous parlez qui tombe fait partie de cette toute petite matière que vous nous avez montrée au début, j'imagine, c'est-à-dire le 0,2 ou 0,3%. Non, alors, 0,5%, c'était la matière qui est transformée en étoile. Et la matière classique qui peut servir de réservoir en théorie, c'est 4%. Enfin, 4% de la densité d'énergie globale. Donc c'est 10 fois plus qu'il y a de masse dans les galaxies aujourd'hui. Il y a 10 fois plus de masse en dehors des galaxies qui peut tomber dans les galaxies. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer, enfin c'est une question de modélisation, est-ce qu'on peut imaginer que de la matière noire tombe aussi et fait partie, bon, on ne la connaît pas bien sûr, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'elle fait partie de ce flux qui fait grossir les filaments? Tout à fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez tout à fait raison, la matière qui tombe, elle est canalisée par la matière noire. La seule différence, c'est que la matière noire n'est pas si